Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce soir dans ce webinaire qui on vous accueille toutes et tous pour parler aujourd'hui euh, du thème du jeu Apprivoise ta colère, utiliser le jeu en thérapie pour aider les enfants à réguler leur colère. Alors on attend quelques instants que tout le monde s'installe entre guillemets. Voilà, vous êtes beaucoup, on a eu plus de 1600 inscriptions hein, à la base pour ce webinaire. Alors, en général, vous êtes un peu moins que ça présents sur place le jour même, hein, mais vous êtes déjà assez nombreux. On a déjà presque, voilà, on vient de passer la part des 500 participants. Et du coup, on va commencer sans plus attendre. Je vais partager mon écran pour démarrer. Hop. Alors, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire qui s'est consacré donc à une thématique au cœur de nombreuses pratiques cliniques, hein, la régulation de la colère chez l'enfant, dont on va parler aujourd'hui à travers un outil ludique et de médiation, Apprivoise ta colère, sorti l'année dernière et toujours disponible chez l'éditeur Au Greffeux. Nous le savons, les difficultés de gestion de la colère chez les enfants et les adolescents sont un motif de consultation qui est fréquent hein, chez les psychologues, qu'elles soient passagères ou liées à des troubles plus chroniques, comme le trouble explosif intermittent, ou des troubles oppositionnels avec provocation, ou parfois d'autres troubles qui atteignent parfois l'estime de soi. Ces crises placent souvent les familles dans une impasse entre détresse de l'enfant et sentiment d'impuissance des parents. Pour en parler ce soir, on a le plaisir d'accueillir l'une des deux créatrices de ce jeu, Stéphanie Van Wallegem, maître de conférence HDR en psychologie à l'Université Paris 8, affiliée à l'unité de recherche du laboratoire Paragraphe à Saint-Denis, et psychologue au pôle pédopsychiatrie du centre hospitalier La Chartreuse à Dijon. Stéphanie, je précise que tu as co-créé ce jeu avec Anne-Sophie Desbordes également. Nous sommes ravis de t'accueillir et d'en apprendre davantage tant sur les théories qui existent et récentes autour des tenants et aboutissants des accès de colère chez les enfants et adolescents, que sur la façon de les conceptualiser et d'aider et comment ce jeu peut s'avérer un médiateur efficace et un moyen d'avancer dans l'accompagnement. Alors, je vois que du coup, on a des mains qui se lèvent, etc. Normalement, je peux couper la possibilité de lever la main. Je vous demande, si possible, de ne pas utiliser ce bouton aujourd'hui. Il y a eu des changements chez Zoom, que je ne peux pas le désactiver, mais en l'occurrence, le fait de lever la main ne changera rien pour vous. Je vous inviterai à faire les échanges dans le chat ce soir, comme d'habitude. Donc, ce webinaire, pour vous rappeler un petit peu pour celles et ceux qui éventuellement ne sont pas des habitués de nos webinaires, pour les autres, c'est un peu habituel. Ce webinaire, il est enregistré. Vous aurez accès tous en replay dès demain sur le site de la PPEA. Le PDF du support PowerPoint sera également disponible en ligne sur appea.org sur la page du webinaire. Je vous rappelle qu'on ne peut pas délivrer d'attestation de formation pour ces webinaires gratuits, ni de suivi pour ce format. Notre conseil, si vraiment vous en avez besoin, pour votre CPF ou votre employeur, c'est d'enregistrer le mail d'information de connexion que vous avez reçu en faisant l'enregistrement pour participer et faire une capture d'écran pendant le webinaire pour bien montrer que vous avez participé. Vos remarques, vos commentaires professionnels et vos questions importantes à l'intervenante d'aujourd'hui, qui sont à écrire dans le volet discussion, dans le volet chat plus spécifiquement, puisqu'on va les récupérer au fur et à mesure et on en fera une synthèse. C'est Théodore de Mascarel et Georges Cognier qui sont avec nous ce soir, qui s'en occuperont et qui nous feront une synthèse de vos remarques et questions en deuxième partie d'exposé.
Assurez-vous, quand vous posez vos questions, quand vous faites des remarques dans votre fenêtre de discussion, de bien indiquer à tout le monde au-dessus et non juste aux panélistes, sinon il y a juste nous qui le voyons. Et parfois, ça fait des redondances de questions. C'est plus intéressant que chacun le voit. Voilà, et ben, du coup, Stéphanie, merci beaucoup de ta présence et du coup, je vais te laisser partager ton écran à ton tour et puis je vais te laisser la parole. Entendu. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Vincent, pour cette invitation. Merci à tous les membres du bureau de l'APPEA. Merci à tous d'être présents. Je suis très heureuse de vous présenter ce soir ce jeu Apprivoise ta colère. Comme tu l'as dit, Vincent, il a été co-créé avec Anne-Sophie Debord et on a la particularité toutes les deux d'avoir d'abord eu une carrière en tant que psychologue à l'hôpital avant de devenir enseignant-chercheur. Et donc ce jeu, il est vraiment, il s'appuie à la fois sur notre expérience clinique et puis sur les connaissances théoriques par rapport à la gestion de la colère. Alors, je vais vous dire un petit mot d'abord de la colère. Donc, la colère, c'est une émotion primaire qu'on dit universelle parce que elle est présente dans toutes les cultures. Elle se caractérise par une expression spécifique au niveau du visage. Et là, on voit sur ce personnage que ses lèvres sont tirées vers le bas, que les sourcils sont orientés vers le haut. Donc on voit à son visage qu'il est en colère, on voit aussi qu'il est rouge et puis on sent la tension dans son corps. Donc on peut voir l'expression de la colère au niveau du visage et puis même des fois au niveau du corps. Le dictionnaire, il définit la colère comme un état affectif violent et passager qui résulte du sentiment d'une agression, d'un désagrément qui traduit un vif mécontentement et qui est accompagné de réactions brutales. Du coup, cette émotion, on la qualifie de désagréable et elle peut varier en intensité, de la frustration ou de l'agacement jusqu'à la rage. Elle a une durée d'expression plutôt courte et quand on a un état d'agacement qui dure dans le temps, on va plutôt parler d'une humeur irritable. La colère, c'est une réponse émotionnelle à une menace ou à une provocation et cette menace ou cette provocation, elle peut être réelle ou elle peut être supposée en lien avec une interprétation de la réalité. Spielberger, il propose de distinguer la colère extériorisée, qui est orientée vers les autres, de la colère intériorisée, qui est dirigée vers soi. Et puis, il distingue aussi la colère trait de la colère état. Donc, la colère état, c'est vraiment cette réaction émotionnelle à une provocation, une situation d'injustice réelle ou supposée. Et puis, la colère trait, c'est plutôt la tendance à ressentir de la colère dans diverses situations qu'il y ait ou pas une situation de menace ou de provocation. Et puis Spielberger insiste aussi sur la dimension du contrôle de la colère. Ce qui pose problème, c'est pas la colère. D'ailleurs, on choisit pas d'être en colère. C'est une émotion qui, voilà, qui s'impose à soi dans certaines situations. Mais ce qui pose problème, c'est le débordement de la colère, c'est de pas pouvoir contrôler cette colère. Parce que quand c'est le cas, elle peut avoir des conséquences intra ou interpersonnelles négatives. Donc la colère, c'est une émotion désagréable, mais elle est importante parce qu'elle est adaptative, elle indique que quelque chose ne va pas, elle organise et elle régule les processus psychologiques qui permettent à l'individu de se défendre quand il est confronté à une menace ou qu'il perçoit une injustice, et elle suscite et maintient un niveau d'énergie élevé, ce qui va permettre de préparer le corps à l'action. Donc c'est important de pouvoir réguler et de savoir réguler sa colère, c'est-à-dire d'être en capacité de l'exprimer de manière socialement adaptée. Quand on peut l'exprimer de manière socialement adaptée, ben, on va être plus en capacité de résoudre la situation à l'origine de la colère. Et on peut pas toujours résoudre cette situation. Donc, quand on peut pas la résoudre, quand on peut pas changer la situation, ben, ça va nous permettre de trouver des moyens de s'y adapter. Et puis, quand on arrive à exprimer sa colère de manière socialement adaptée, on est aussi plus écouté. Donc, ça, c'est important.
Tu l'as dit, Vincent, cette colère, elle peut survenir dans différents contextes. Et dans le cadre de consultations, on peut aussi bien rencontrer des familles qui viennent parce qu'il y a à un moment donné des difficultés de colère, par exemple en réaction à un événement de vie. Ça peut être un deuil, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi être victime ou témoin de harcèlement, par exemple. Et puis, du coup, il va y avoir une colère importante à un moment de la vie, alors qu'avant, il n'y avait pas spécialement d'histoire de difficulté de gestion de la colère. Et puis, il y a des fois aussi des parents qui sollicitent notre aide parce que leur enfant a des accès de colère qui sont en lien avec le développement normal de l'enfant, mais il y a certains parents qui peuvent être quand même en difficulté face à un petit enfant qui est comme ça dans des accès de colère. Et puis, on rencontre des enfants qui ont des difficultés plus chroniques, notamment dans le cadre de troubles psychopathologiques. Alors, on peut citer notamment le trouble dépressif caractérisé ou persistant, pour lequel le DSM décrit une humeur qui peut être irritable chez l'enfant et l'adolescent. Le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle qui est caractérisé par des crises de colère sévères et récurrentes. Et le DSM précise qu'elles correspondent pas au niveau de développement de l'enfant et que ce trouble, on peut pas poser le diagnostic avant 6 ans, justement pour tenir compte du développement de l'enfant et du fait qu'avant 6 ans, on est encore beaucoup dans l'apprentissage de cette régulation de la colère et que l'enfant du fait de ses capacités langagières en développement cognitif de manière plus générale, va encore avoir besoin d'aide pour gérer sa colère. Et puis petit à petit, il doit intérioriser des ressources. Ensuite, le trouble oppositionnel avec provocation, qui est décrit dans le DSM comme un ensemble d'une humeur colérique irritable, d'un comportement querelleur provocateur ou d'un esprit vindicatif, et qui précise aussi que cette humeur colérique irritable et puis ce comportement provocateur et cet état d'esprit vindicatif, c'est pas uniquement dans la fratrie, donc c'est pas uniquement dans le cadre d'une rivalité dans la fratrie, c'est aussi dans d'autres situations. Le trouble explosif intermittent, qui est caractérisé par des épisodes comportementaux explosifs et qui peut prendre la forme soit d'une agressivité verbale avec justement ces crises de colère, soit des accès comportementaux qui entraînent des dommages. Et puis, on peut citer aussi les troubles de l'adaptation, qui correspondent à la survenue de symptômes émotionnels ou comportementaux en réponse à des facteurs de stress. Et il y a notamment le sous-type anxiété, qui est caractérisé par de la nervosité, de l'inquiétude, de l'anxiété de séparation ou de l'énervement. Donc, on va retrouver comme ça cette colère avec différentes particularités selon les troubles. Alors, les accès de colère, c'est un motif fréquent de consultation. Les conséquences, elles sont pour l'enfant qui présente des accès de colère, mais elles sont aussi pour la famille. Et on peut citer quelques exemples. L'enfant, il peut se sentir en détresse, de ne pas être en capacité de gérer sa colère, d'exploser comme ça. Il peut se sentir aussi incompétent par rapport aux autres qui arrivent à la gérer. Le parent, il peut se sentir impuissant et puis il peut y avoir des conflits récurrents dans la famille avec un cercle vicieux où l'enfant a le sentiment que voilà qu'il y a une provocation, que du coup il va se sentir en colère. Il peut avoir une réponse agressive par rapport à cette colère et puis ensuite il va être puni. Puis comme il va être puni et que au final il n'aura pas été écouté par rapport à sa demande, il va avoir un sentiment d'injustice. Voilà, on peut avoir ce type de cercle vicieux. Et puis comme il a un sentiment d'injustice, ça renforce sa colère et on va avoir comme ça des difficultés au sein de la famille. Et puis pour la fratrie, ça peut être stressant d'avoir quelqu'un, un frère ou une sœur qui se met fortement en colère, qui a du mal à contrôler sa colère. Et puis on peut avoir peur de le mettre en colère, donc essayer d'arranger un peu les choses pour éviter de mettre voilà, sa fratrie en colère quand elle a du mal à contrôler sa colère. Et par rapport à ces difficultés-là, les thérapies comportementales et cognitives, elles proposent différents outils pour aider les enfants et leurs familles. Donc, je vais vous dire un petit mot de ces modèles en thérapie comportementale et cognitive de la gestion de la colère.
Donc, juste un petit rappel d'abord sur ces thérapies qui sont des thérapies centrées sur le problème actuel de la personne. Donc, par exemple, ici, les accès de colère. Et si on résume, l'objectif, ça va être d'identifier les facteurs déclencheurs et de maintien, ainsi que les pensées, les émotions, les comportements qui sont associés au comportement problème. Donc, ici, les accès de colère. Et on va être particulièrement attentif aussi aux interactions entre ces trois pôles émotions, pensées et comportements. Alors, il se trouve que le premier article que j'ai écrit avec Anne-Sophie, c'est un article, justement, un cas clinique sur la gestion de la colère par thérapie comportementale et cognitive. Alors, c'est une illustration clinique, donc j'ai repris une partie de l'analyse fonctionnelle qui est présentée dans cet article et puis la stratégie thérapeutique pour illustrer. C'est le cas d'un jeune adulte, en fait, qui présente donc ces accès de colère et notamment dans des situations, donc c'est un étudiant où quelqu'un dit quelque chose de faux en cours. Et quand c'est le cas, en fait, il ressent une forte colère. Et ce qu'il se dit, c'est il faut que je rétablisse la vérité absolument. Et en plus, si je dis rien, les autres vont penser que je suis d'accord. Il a d'autres pensées, hein, j'ai juste extrait une partie de l'analyse fonctionnelle. Et donc, comme c'est voilà, comme il faut rétablir la vérité, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit la vérité, mais sur un ton agressif et de manière impulsive, donc pas de manière adaptée. Et puis, par rapport aux autres, ce que ça va avoir comme conséquence, c'est un rejet des autres. Et donc, comme il est rejeté par les autres, parce que même si ce qu'il a à dire est important, la façon dont il le dit n'est pas respectueuse, donc ça peut pas fonctionner. Et ben dans un deuxième temps, il a cette colère contre lui-même parce qu'il se sent ridicule, parce qu'il se sent coupable, parce qu'il se sent triste. Donc dans ce cas clinique, on a présenté les stratégies qui avaient été proposées. Et souvent en thérapie comportementale et cognitive, on commence par évaluer la motivation de la personne, la motivation intrinsèque pour changer, parce que dès lors qu'on se lance dans une thérapie de la gestion de la colère, il y a cette idée de changer. Or, changer, c'est difficile, ça demande des efforts et parfois on a des freins en fait qui peuvent venir un petit peu mettre en échec la thérapie. Et ce que j'ai oublié de dire dans l'analyse fonctionnelle aussi qu'on fait, on va s'intéresser aussi, là je vous ai présenté la partie synchronique sur la diapo d'avant, mais on s'intéresse aussi à la partie diachronique, c'est-à-dire à quel moment dans la vie ça s'est mis en place, ces difficultés de colère, et notamment quels sont aussi les facteurs un peu éducatifs, environnementaux. Et dans la famille de ce jeune, en fait, la colère, en fait, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui permet d'être respecté, donc c'est quelque chose qui est valorisé. Et par rapport à la motivation, c'est quelque chose d'important à rechercher parce que si j'apprends à réguler ma colère, mais que finalement, du coup, ça va à l'encontre d'une valeur familiale, finalement, ça peut être difficile d'être motivé pour changer et il faut se poser voilà, la question de ces freins et de comment on peut lever ces freins. Ensuite, la psychoéducation, qui est systématique en thérapie comportementale et cognitive et qui vise à transmettre des connaissances sur la colère, ses manifestations, ses processus, pour me permettre à la personne de devenir expert en fait de sa difficulté. Ensuite, ce jeune, dans cette situation clinique, a été entraîné à repérer les manifestations physiologiques de sa colère, parce que l'idée, c'est que si je repère très tôt que je me sens tendue, que je commence à avoir chaud, etc., si je repère tôt les manifestations de ma colère, je vais pouvoir plus reprendre le contrôle sur cette colère. Donc, plus je repère tôt, plus j'ai la possibilité de mettre en place des stratégies. Il a également appris des techniques de relaxation pour apprendre à réguler son émotion. Il a participé à un groupe d'affirmation de soi avec l'idée que d'entraîner en fait les capacités de communication, les compétences de communication, notamment de pouvoir exprimer un point de vue de manière affirmée, c'est-à-dire dans le respect des autres et dans le respect de soi. Dire son point de vue, c'est se respecter, mais il faut aussi respecter les autres, donc dans la façon de le dire, le moment de le dire, etc. C'est des choses qui s'apprennent.
Et puis, il a travaillé en restructuration cognitive. Donc, dans la restructuration cognitive, il y a notamment tout ce qui est décentration des pensées automatiques dysfonctionnelles. Donc, se dire que, par exemple, si je corrige pas quelque chose, les autres vont penser que je suis d'accord. C'est une façon d'interpréter la situation. C'est pas forcément le cas. Et donc, l'objectif, c'est d'introduire de la flexibilité dans la façon d'interpréter les situations pour éviter cette réponse impulsive, cette réponse comportementale impulsive de prendre tout de suite la parole. Et puis la restructuration cognitive, c'est aussi résoudre les problèmes, donc être dans cette démarche de résolution de problèmes. Comment je peux faire pour corriger les choses de manière respectueuse, donner mon point de vue, intervenir à un moment opportun, par exemple. Ce jeune, il a également travaillé en situation de jeu de rôle pour faire des exercices d'exposition avec prévention de la réponse. C'est-à-dire que c'est des situations où finalement on va jouer le rôle, par exemple, de quelqu'un qui provoque, et puis la personne doit apprendre à ne pas mettre en œuvre la réponse automatique. Donc c'est la prévention de la réponse automatique, donc s'habituer à tolérer en fait l'émotion et à pas répondre de manière impulsive. Donc notre formation avec Anne-Sophie, elle date des années 2000. Donc à ce moment-là, on avait surtout la vague 1 et 2. Et puis depuis, bien sûr, il y a tous les outils de la vague 3 qui sont venus compléter voilà, notre boîte à outils. Et notamment, on peut citer la pleine conscience et l'acceptation. La pleine conscience qui va permettre de renforcer cette capacité de conscience émotionnelle. Donc la capacité à observer l'émotion, à être traversé par l'émotion, à observer ce qui se passe, puis à observer aussi que bah, même si on fait rien, elle finit par s'éteindre toute seule, en fait, cette émotion, et puis accepter d'être traversée par des émotions désagréables, ce qui va permettre d'augmenter la tolérance à la détresse. Je cite aussi rapidement ce modèle de régulation émotionnelle de Gratz-Seromer qui distingue en fait 6 dimensions dans la régulation émotionnelle qui peuvent constituer des objectifs en thérapie. Donc d'abord, on en a parlé, avoir conscience des manifestations physiologiques de l'émotion. Donc là, la colère, comprendre, hein, la clarté émotionnelle, c'est le fait de comprendre pourquoi on est en colère, d'accepter d'être traversé par la colère, de pouvoir contrôler ses comportements impulsifs déclenchés par cette émotion de colère. Alors c'est un modèle qui n'est pas spécifique à la colère, mais qu'on peut appliquer à la colère. Ensuite, l'habileté à mettre en place des actions dans un but précis lors de situations générant des émotions désagréables. Et puis la capacité à utiliser des stratégies de régulation émotionnelle adaptées dans une situation donnée. Donc ça permet de préciser aussi les objectifs thérapeutiques en fonction des besoins de la personne. Alors, si on regarde un petit peu la littérature par rapport au traitement, enfin aux essais cliniques de traitement de la colère, alors il faut distinguer la colère et l'agressivité. On peut avoir de la colère et puis ensuite ça va donner une réponse agressive, mais pas forcément. Et puis parfois il y a de l'agressivité sans colère aussi. Donc c'est pas toujours corrélé. Et donc dans les études, il y a bien la distinction entre les traitements de la colère et puis les traitements de l'agressivité. Alors, il y a eu beaucoup d'études, il y a eu des méta-analyses, et là, je vous présente une revue de méta-analyses, donc pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'études. Alors, la plupart des interventions qui sont citées dans ces méta-analyses et dans cette revue de méta-analyses, ce sont des interventions en thérapie comportementale et cognitive, et cette revue, elle montre l'efficacité de ces interventions, et elle montre en particulier que les entraînements comportementaux seraient particulièrement efficaces et que par contre les résultats sont plus variables pour le traitement de l'agressivité. Alors du coup, suite à cette revue de méta-analyse, il y a une autre méta-analyse qui s'est intéressée à regarder l'effet de 2 types d'activités qui visent, donc 2 types d'activités comportementales hein, qui visent à gérer la colère. Soit en réduisant le niveau d'activation physiologique, donc faire de la respiration, de la relaxation, de la pleine conscience, ou au contraire en l'augmentant, donc par exemple frapper sur un oreiller, frapper sur un sac de boxe. Et en fait, cette méta-analyse, elle montre que les activités qui visent à réduire le niveau d'activation physiologique, elles sont efficaces, et que par contre les résultats sont plus hétérogènes pour les activités qui augmentent l'activation physiologique.
Du côté des thérapies chez les enfants, là aussi, on a des méta-analyses qui montrent l'efficacité des thérapies comportementales et cognitives, avec notamment l'amélioration des compétences sociales et la diminution des comportements agressifs. Et puis, l'apport de la méthode de résolution de problèmes, donc de résoudre les problèmes qui mènent, qui génèrent de la colère ou de l'agressivité ou de l'agressivité. Et quand l'enfant arrive mieux à résoudre en fait ces difficultés-là, ces problèmes-là, il va avoir un sentiment subjectif de colère. Il va avoir une amélioration du sentiment subjectif de colère. Et puis, ce que montrent aussi ces méta-analyses, c'est qu'il y a un recours à différentes techniques dans ces thérapies, le modeling, le feedback, les tâches à domicile. Alors, je suis désolée, j'entends un bip, je ne sais pas si vous l'entendez aussi. Non? Ok. Euh, On l'entend en cette- fond, mais c'est pas très gênant. D'accord. Euh, et puis, cette équipe qui a fait le précédent article, elle s'est intéressée aussi à une revue pour regarder l'effet des programmes d'entraînement pour les parents et les TCC pour les enfants et les adolescents. Et là aussi, elle montre l'efficacité de ces deux approches. Alors, pourquoi elles sont efficaces, ces approches chez les parents? Parce que ça permet de modifier des modèles négatifs d'interaction qui sont à l'origine des comportements opposants chez les enfants. Et chez les enfants et les adolescents, parce que ça permet une meilleure régulation émotionnelle et une meilleure résolution de problèmes. Donc, il y a vraiment l'accent de mis sur aussi cette composante au niveau cognitif de la résolution de problèmes. Alors, ces modèles de thérapie comportementale et cognitive, ils ont permis de développer Apprivoise ta colère, hein. Il a vraiment son ancrage dans les thérapies comportementales et cognitives. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé un jeu? Parce que le jeu, on sait que c'est important dans le développement de l'enfant. On sait aussi que, il y a beaucoup de recherches qui montrent que quand on utilise un jeu pour développer des apprentissages ou des compétences comme les compétences exécutives, la régulation de comportement, d'émotions, les compétences sociales, bah, ça va permettre une amélioration de ces compétences. Et pourquoi ça marche? Parce que le jeu, il favorise l'engagement et la motivation. On a aussi une expérience antérieure avec TADA, qui est un jeu qui a été développé pour la psychoéducation pour la psychoéducation du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité pour les enfants et leurs proches. Et on mène de la recherche sur TADA. Et un des résultats, c'est notamment que les parents nous ont beaucoup dit que ça permettait des échanges apaisés autour des points de galère en fait que rencontrent les enfants et les parents par rapport au TDAH. Donc, ces retours des familles et du fait que ça permettait des échanges constructifs, collaboratifs, dans un cadre convivial, agréable, ça nous a voilà, donné envie de continuer sur un deuxième jeu. Et ce deuxième jeu, donc, il retrouve cette caractéristique de constituer un support ludique et concret pour faciliter un travail réflexif sur les situations problèmes en lien avec la colère. Il a été créé pour les enfants d'âge scolaire, donc les 7-12 ans, mais aussi pour leurs proches et pour les professionnels qui les accompagnent. Les objectifs, c'est à la fois de pouvoir travailler avec ce jeu sur la dimension de la psychoéducation, donc transmettre des connaissances sur la colère. Ensuite, de faciliter la compréhension des mécanismes en jeu dans la colère en amorçant une démarche d'observation et d'analyse des accès de colère, avec l'idée que plus j'observe mes accès de colère avec un outil d'observation, et plus je vais les comprendre, plus je les comprends, et plus je vais pouvoir modifier les choses qui dysfonctionnent, que ce soit au niveau des pensées, des comportements, de la régulation des émotions. Et puis, l'objectif du jeu, c'est aussi d'accompagner la recherche de stratégies pour l'enfant, pour gérer sa colère, et puis de favoriser donc des échanges apaisés en famille, avec l'idée de favoriser une régulation collective de la colère, c'est-à-dire que le parent peut être coup de pouce aussi pour son enfant, pour aider son enfant. Alors, le coffret, en fait, il est composé d'un livre qui fait à peu près 80 pages, et puis d'un jeu de 8 familles qui est un jeu illustré, un jeu de cartes à personnaliser, et puis un outil mesure colère qui est une échelle analogique qui permet à l'enfant de situer l'intensité de sa colère. Donc, voici des exemples de cartes.
l'idée, on a pris le jeu de cette famille. On a 8 familles parce qu'on avait un peu plus de choses à dire que cette famille, donc on s'est autorisé une 8e famille. L'idée, c'était d'avoir un jeu simple, facile à prendre en main, aussi bien pour les professionnels que pour les enfants que pour les parents. Et puis un jeu où on peut jouer à plusieurs aussi, c'est important dans toujours cette idée d'être inclusif. Donc la première famille, c'est la famille À quoi sert la colère? Elle a pour but de permettre à l'enfant de comprendre les aspects positifs et adaptatifs de la colère et d'intégrer l'idée que l'objectif, c'est pas de supprimer la colère, mais de pouvoir la réguler. Ensuite, la famille sensation, qui décrit différentes sensations physiologiques associées à la colère. La famille pensée, qui renvoie aux pensées automatiques que peut avoir l'enfant quand il ressent de la colère, qui sont donc des interprétations qui surviennent de manière automatique, rapide dans ces situations problèmes et qui reposent sur des croyances personnelles, familiales, culturelles, mais aussi sur des expériences antérieures. La famille comportement avec l'idée que ben voilà, on va décrire des comportements dysfonctionnels en lien avec la colère, comme là par exemple sur la carte je crie. Et l'idée c'est que l'enfant comprenne que ben, en fonction de comment il interprète la situation, il va adopter un comportement qui peut être dysfonctionnel. Ensuite, la famille déclencheur de colère pour amener l'enfant à repérer les déclencheurs de colère. C'est une étape importante parce que c'est souvent les mêmes déclencheurs qui reviennent et il y a une répétition des situations. Donc, c'est important de pouvoir repérer ce qui déclenche pour pouvoir mieux se préparer pour la prochaine fois où la colère pourrait de nouveau être déclenchée par le même type de situation. Ensuite, la famille conséquence des accès de colère. Donc là, on voit j'ai honte de mon comportement. Donc là, l'objectif, c'est de comprendre que quand la colère, elle n'est pas régulée, eh ben, elle peut avoir des conséquences pour soi ou pour les autres. Et puis, la famille stratégie pour se calmer, où là, l'objectif, c'est de permettre à l'enfant de développer des stratégies pour diminuer l'intensité de l'émotion, retrouver un état de calme et l'idée, c'est de faire comprendre à l'enfant que tant qu'il est trop activé au niveau émotionnel, ça va être difficile pour lui de trouver des solutions pour résoudre la situation ou pour faire avec la situation. C'est l'occasion, cette famille, d'apprendre, de transmettre en fait les techniques de relaxation à l'enfant. Et puis la famille, la prochaine fois, l'idée, c'est de permettre à l'enfant d'anticiper la réaction qu'il pourrait mettre en place dans des situations futures qui ressemblent et qui pourrait à nouveau déclencher sa colère. Et donc, ça va permettre de travailler avec l'enfant sur la résolution de problèmes et puis aussi sur justement ses capacités d'affirmation de soi, comment on peut exprimer les choses de manière affirmée. Donc, le jeu de cartes illustrées, on a créé des cartes à partir de contenus que nous ont rapportés les enfants. C'est des illustrations. Donc, l'idée, c'est de rendre concret ces notions abstraites. Et puis, mais bien sûr, certaines cartes vont pas correspondre à tous les enfants. Et donc, il y a autant de cartes à personnaliser que de cartes illustrées avec l'idée que l'enfant peut créer ses propres cartes. Donc là, vous avez un exemple de la carte illustrée numéro 1 pour la stratégie pour se calmer, une carte vierge à personnaliser, et puis une carte qui a été remplie par un enfant qui a dessiné, qui a écrit écouter une histoire ou de la musique et qui s'est dessiné complètement en position de détente dans son lit en train d'écouter une histoire. Et là, on voit que c'est vraiment sa stratégie personnalisée. Et c'est vraiment l'objectif que l'enfant il puisse s'approprier des stratégies, en fait. Quand je suis en colère, quelles sont les stratégies que je peux mettre en place pour retrouver mon calme? Donc, il y a des stratégies que je peux reprendre directement du jeu si je les trouve bien pour moi, mais il y a aussi des stratégies que je peux créer à partir de ma réflexion, de ce que je sais qui est bien pour moi. Le guide, il est composé de quatre parties. Une première partie qui permet de faire la psychoéducation sur la colère. La deuxième partie qui décrit le jeu. La troisième partie qui décrit l'utilisation par les professionnels à travers un programme de thérapie comportementale et cognitive dont je vais vous parler. Et puis la dernière partie pour l'utilisation du jeu en famille. L'objectif, c'est que cet outil soit donc pédagogique. Le livret, enfin le guide, il peut être il peut être prêté à la famille. La famille peut lire, les parents peuvent lire le livret pour avoir ces mêmes connaissances que l'enfant.
Et puis, dans ce livre, il y a aussi beaucoup d'illustrations cliniques pour rendre concret les concepts qui sont décrits dans le livre. Et puis, on a aussi créé des activités à faire avec l'enfant à partir des cartes. Le programme de TCC en 5 étapes, c'est 5 étapes très classiques en TCC. On commence par la psychoéducation sur la colère. Ensuite, on va faire une étape d'analyse fonctionnelle, puis la restructuration cognitive. Ensuite, une étape de stopper la réponse automatique, trouver des stratégies pour se calmer. Et puis ensuite, une fois qu'on a bien compris les cercles vicieux, qu'on a développé des capacités, des stratégies pour mieux réguler sa colère, comment on peut basculer du cercle vicieux vers le cercle vertueux pour justement faire une force en fait de cette colère. Et bien sûr, l'idée à chaque étape, c'est, si on le souhaite, de pouvoir utiliser le jeu. Donc là, je vous ai mis un petit extrait du guide, d'un schéma du guide. Il y a beaucoup de schémas dans le guide sur comment on peut faire la psychoéducation concrètement. Donc ce qu'on propose, c'est une proposition. Après, chaque professionnel peut bien sûr s'approprier le jeu comme il le souhaite. Mais ce qu'on aime bien faire, nous, c'est commencer par jouer tout simplement au jeu de 8 familles en disant, bah voilà, j'ai un jeu j'ai un jeu de 8 familles, ça ressemble au jeu de cette famille, il y a juste une famille en plus, ça parle de la colère. Est-ce que tu as envie qu'on fasse une partie? Est-ce que tu as envie de le découvrir? Et puis, en fait, en jouant, des fois, l'enfant, spontanément, il va faire une remarque, il va dire, bah tiens, cette carte, ça me fait penser à telle situation ou voilà, telle chose qui s'est passée. Donc, il va y avoir comme ça, un peu spontanément, des associations que l'enfant va faire avec certaines cartes, soit pendant le jeu, soit après le jeu. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait comme ça, d'abord, un côté un peu ludique, sympa, de découverte spontanée du jeu. Et puis après, on peut prendre les cartes par famille et puis dire, bah, écoute, je te propose qu'on regarde les cartes par famille, et puis on peut regarder par exemple la famille sensation. Quand toi, tu es en colère, est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu peux ressentir, toi? Voilà, qu'est-ce qui te correspond comme carte? Qu'est-ce qui te correspond pas? Et puis, est-ce qu'il y a des cartes que tu aimerais créer? Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, tu ressens? Et on peut faire comme ça, famille par famille, hein, donc ça peut être sur plusieurs séances, avec l'idée d'établir un peu un profil d'expression de la colère chez l'enfant. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail ensemble, on peut le partager avec les parents, montrer le jeu, expliquer un petit peu ce travail réflexif qui a été fait par l'enfant, demander aux parents aussi ce qu'il en pense, lui, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui lui parlent, qu'il a envie d'ajouter ou pas. Et puis ensuite, on va donner en tâche à domicile de jouer au jeu en famille, avec notamment la fratrie, avec l'idée de continuer à créer des cartes si l'enfant le souhaite, et puis aussi avec l'idée d'avoir comme ça un bagage que la famille se partage, des connaissances partagées autour de la colère, et puis avoir aussi cette démarche collaborative de réfléchir à comment on peut faire autrement. La deuxième étape, donc, c'est de jouer pour observer, comprendre et analyser les situations problèmes. Donc, à chaque fois, en fait, dans le guide, on a mis des situations fictives, en fait, pour d'abord amener l'enfant à réfléchir sur une situation qui n'est pas la sienne. Parce que souvent, c'est plus facile avec les enfants quand on leur dit, bah, quelle est la situation qui t'a mis en colère? Est-ce que tu peux me citer une situation qui t'a mis en colère cette semaine? Soit des fois, par opposition, ils n'ont pas forcément envie d'en parler, soit des fois, ils sont bien tout de suite avec nous dans la séance, donc ça leur revient plus en fait ce qui a été difficile, même si c'était important et il n'y a pas très longtemps. Mais comme l'enfant, plus il est petit, plus il est dans le moment présent, plus ça peut être dur de tout de suite se rappeler ce qu'il a mis en colère. Donc l'idée, c'est qu'on part de situations fictives, on fait faire les exercices à l'enfant à partir de ces situations fictives, et en fait, souvent l'enfant, il va dire, bon, alors moi, il m'est pas arrivé ça, par contre, j'ai eu telle situation. Et en fait, l'enfant, il associe assez facilement à partir d'exemples. On n'est pas obligé de prendre les exemples du jeu, du guide, bien entendu, mais voilà, ça peut être intéressant selon l'âge de l'enfant et ses possibilités. Et voilà, donc là, l'exemple, c'est l'idée, c'est de faire une analyse fonctionnelle en utilisant les cartes. Donc, il y a une situation clinique, et puis l'enfant va dire, bah, dans cette situation, finalement, la carte qui correspond, c'est on se moque de moi. La personne, enfant, a le visage rouge, le regard noir. Il pense, c'est toujours sur moi que ça tombe. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il dit quelque chose de méchant, et puis après, il s'en veut, il a honte de son comportement, puis il est en colère contre lui, et puis ça renforce finalement son état de colère.
Ces cartes, en fait, elles vont permettre de faire l'analyse fonctionnelle, mais aussi de faire les étapes d'observation à la maison des situations de colère. Et ça va aussi nous permettre de construire la ligne de base, donc de voir d'où on part, combien de colère, quel type de colère, etc. Par semaine. Ensuite, une fois qu'on a travaillé sur cette étape de l'observation et de l'analyse, on va pouvoir entraîner la capacité de décentration des pensées automatiques, qui est une technique qui a été développée par Aaron Beck, qui vise à repérer les pensées automatiques dysfonctionnelles, puis développer des pensées alternatives. Comment est-ce qu'on peut voir les choses autrement? Pour permettre à l'enfant d'avoir une réflexion plus flexible sur la situation et donc de pouvoir avoir une interprétation qui est plus nuancée ou plus réaliste, plus adaptée. Et le fait de modifier cette interprétation de la situation, ça contribue à la régulation émotionnelle et ça facilite le fait de mettre en place ensuite un comportement adapté. Donc là, on a proposé une activité qui est mène l'enquête, où on propose à l'enfant d'aller interroger des adultes de demander aux adultes trois situations qui les mettent en colère, de dire à quelle intensité ils sont en colère et puis pourquoi. Et ensuite, l'enfant, il doit réfléchir sur lui, est-ce que cette situation, lui, le mettrait en colère et pourquoi? Avec cette idée de travailler sur cette flexibilité, ce raisonnement, d'entraîner cette compétence de flexibilité de l'interprétation, de comprendre le principe qu'on peut avoir différents points de vue différentes façons de vivre les choses face à une même situation avant de les appliquer sur ses propres situations. Comme on disait tout à l'heure, toutes les pensées automatiques ne sont pas dysfonctionnelles. Donc, des fois, on a des pensées automatiques non dysfonctionnelles qui sont là pour dire il y a un problème à résoudre. Et dans ce cas-là, bah, ça va être le moment de dire on va utiliser la résolution de problèmes, la méthode de résolution de problèmes. Et là aussi, on peut utiliser les cartes. D'abord, pour identifier le problème. Si le problème est trop gros, on va diviser le problème en sous-problèmes. Ensuite, on va de manière très large, façon brainstorming, chercher toutes les solutions possibles au problème. L'idée, c'est d'amener l'enfant à chercher toutes les solutions possibles, lui proposer de choisir la solution qui lui semble la plus adaptée, de tester cette solution. Et puis, si elle fonctionne, on la garde. Si elle fonctionne pas, on analyse pourquoi elle fonctionne pas. Et puis ensuite, on en teste une autre. La quatrième étape, donc, c'est celle de jouer pour apprendre à marquer un temps de pause, à différer sa réponse en utilisant des stratégies pour se calmer. Donc là aussi, on travaille à partir d'une situation fictive. La situation, c'est Martin qui est très en colère parce qu'il a découvert que sa petite sœur a dessiné un cœur sur son cahier. Et il y a deux cas de figure, en fait. Soit la petite sœur est présente, soit elle est absente parce qu'elle est à son cours de danse. Et en fait, du coup, quand dans la situation où la petite sœur est présente, en fait, Martin, il va avoir un comportement agressif tout de suite envers sa sœur, alors que dans la situation où la petite sœur est pas présente, bah finalement, il va se tourner vers le parent en demandant une réparation par rapport à ce dessin. Et en fait, ça permet à l'enfant de réfléchir sur la différence entre réagir à chaud avec la personne quand la personne est présente, ou alors réagir de manière différée puisque la personne n'est pas tout de suite présente, et de voir les avantages en fait et l'efficacité qu'il a selon le type selon s'il peut ou pas différer sa réponse et ce qu'il a à dire à sa petite sœur. Et puis une fois à nouveau que l'intérêt de différer est compris, on va pouvoir travailler sur toi, qu'est-ce que tu aimerais, comment tu pourrais faire toi pour différer cette réponse, pas tomber dans le piège de tout de suite t'énerver, monter très vite en intensité, etc. Et puis partir sur cette démarche d'analyse et de résolution de problèmes. Et puis pour finir, l'étape donc de se souvenir que cette colère, elle est adaptative, elle a du sens, elle sert à souligner qu'il y a quelque chose qui va pas à changer ou avec lequel il faut faire et auquel il faut s'adapter. Il y a des choses à dire. Et du coup, là aussi, on travaille à partir de la situation fictive de Thibaut qui a une mauvaise note, qui est très en colère, qui se sent tendu et qui se dit que c'est toujours lui qui a des mauvaises notes, qu'il est trop nul, c'est injuste, et qui du coup décide de plus travailler et qui du coup a de plus en plus de mauvaises notes. Et à un moment donné, on utilise la stratégie d'analyse de la situation et il se dit que effectivement, s'il continue à pas travailler, il va continuer à avoir des mauvaises notes et donc il fait le choix de changer de stratégie, de faire un planning de révision. Il commence à avoir des bonnes notes, du coup il se sent fier, il a envie de travailler, il voit les bénéfices et donc il a envie de continuer ses efforts et là on va basculer sur un cercle vertueux.
Et donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire, face à une situation qui me met en colère, comment est-ce que je peux changer les choses pour aller vers un objectif que j'ai, pour avoir quelque chose, pour aller mettre en place des actions qui sont en accord avec mes valeurs, avec ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc, on a développé 8 activités. Je n'ai pas trop le temps de les détailler, mais c'est toujours dans cette idée de se décentrer des accès de colère vécus par l'enfant pour pas être en frontal, en fait, et puis toujours favoriser quand même un travail réflexif, métacognitif sur ces situations, pour ensuite que l'enfant il a envie qu'on aborde ses propres situations avec ces stratégies-là. Voilà, donc l'objectif, ça a été de créer une ressource, on peut dire un ensemble de ressources pour aider l'enfant et ses parents à gérer la colère quand les ressources internes habituelles ne suffisent pas, qu'il est adaptable à différents contextes en thérapie, mais aussi en famille et puis à l'école. Et puis l'objectif, c'est de sortir de ces situations de tension et de frustration que génèrent les accès de colère par un programme ludique, réflexif, collaboratif et créatif. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. C'était très intéressant et on voit bien à travers ta présentation comment est-ce que le jeu vient là appuyer une meilleure compréhension pour les enfants. Comment est-ce que effectivement on peut en sortir au-delà de simplement un jeu de cette famille, en sortir d'autres façons d'analyser, de faire presque passer l'idée d'analyse fonctionnelle chez les enfants. C'est hyper intéressant, hein. Mm. Je vais laisser la parole tout de suite à Georges et Théodore pour les questions, voir un petit peu les questions qu'on a reçues sur le chat au cours de la présentation. Oui, alors beaucoup de questions ce soir, des questions plus centrées sur la colère et sa gestion, et puis des questions sur le jeu. Bon, on vient de parler pas mal du jeu, donc on va peut-être rester un petit peu dessus. Des questions un peu pratiques sur le fait que le jeu est plutôt pensé pour les 7-12 ans. Est-ce qu'il y a des outils pour les plus jeunes qui ont été pensés ou développés ou les professionnels pourraient se saisir? Alors, en fait, dans les professionnels qui l'utilisent, ils l'utilisent avec des plus jeunes parce que finalement, le contenu, nous, on avait mis 7-12 ans dans la mesure où il faut, enfin, où il y a du texte, en fait. Et on avait mis 7 ans par rapport à l'acquisition de la lecture. Mhm. Mais, en fait, on peut tout à fait, les images, en fait, on a voulu des images pour que ce soit très concret. Donc, en fait, les images parlent d'elles-mêmes et même l'enfant qui n'est pas lecteur, si on l'accompagne dans le jeu, il peut tout à fait jouer avec le jeu et même jouer parce que, en gros, quand on connaît les couleurs et les chiffres, ça va de 1 à 6 et puis les couleurs, c'est des couleurs classiques. Donc, l'enfant peut jouer en disant, je veux le 1 rouge, par exemple. Donc, on peut adapter, on peut, voilà, discuter, même si on n'est pas lecteur, on peut tout à fait l'utiliser. Et les collègues l'utilisent aussi bien avec les plus grands qu'avec les plus petits, en fait. D'accord. Très bien, merci. Georges, est-ce que tu as une question Oui, j'ai une question, moi, plus sur la colère. Au début, une participante a écrit, elle évoquait la colère de son enfant qui avait 5 ans et qui présente toujours une colère à l'âge adulte. Alors, on va pas se fixer sur un cas particulier comme celui-ci, mais on peut penser un petit peu plus largement. Euh, Quand une colère persiste comme ça, longuement, est-ce que c'est toujours de la colère ou est-ce qu'il y a comme une métamorphose de la colère vers peut-être de l'indignation ou d'autres émotions? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, Parce que la colère donne, comme vous l'avez montré, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu, qui est un peu comme un clash, qui vient, qui est monté en puissance. Et quand elle persiste, alors, Oui, bah, en fait, effectivement, on en suit aussi hein, des adultes qui ont cette même difficulté de régulation de la colère et qui n'ont jamais appris finalement à réguler. Et réguler, puis c'est ça, hein. voilà, et qui n'ont pas appris aussi parce que des fois, c'est valoriser, c'est être fort que de se mettre en Mhm. colère. Donc, il y a tout le système de croyance. Et en général, quand ils viennent en thérapie, c'est parce que souvent, ça pose problème dans le milieu professionnel notamment. Et du coup, ils se disent, bah voilà, je me mets en colère. Du coup, ben, je peux pas continuer en général dans mon travail, ça se passe mal, etc. Donc il y a ces Mhm. situations-là où on n'a pas appris parce que bah, dans la famille c'était valorisé ou bien parce que les parents n'avaient pas les moyens d'apprendre aussi ou de transmettre et d'accompagner. Parce que si on regarde d'un point de vue développemental, il y a quand même cette idée qu'on va accompagner l'enfant dans cet apprentissage. Après, il y a des enfants qu'on accompagne mais qui vont développer des troubles. Donc indépendamment de l'aide qu'auront apporté les parents, bah, des fois, l'enfant développe malgré tout des difficultés. Bah, d'où l'importance d'être dans la prévention en traitant tôt en fait ces Bien problèmes sûr, pour éviter ouais.
persiste. Et puis, il y a des adultes aussi qui ont vécu plus du côté voilà, de traumatisme aussi, qui n'étaient pas forcément des enfants en colère, mais qui deviennent des adultes, enfin, qui gardent une partie d'eux, qui va être la partie enfant en colère d'eux, parce qu'ils ont vécu des insécurités pendant l'enfance, des insécurités affectives. Donc, c'est vrai qu'il y a différents profils, mais en tout cas, l'idée avec la colère, c'est de travailler un peu de manière transdiagnostique, de donner des outils pour la gérer et puis de se dire, si on est en Oui. colère, c'est qu'on a un truc à dire et qu'il faut pas passer à côté de cette chose à dire. Donc voilà, et que c'est jamais trop tard. Mais c'est vrai que quand l'enfant petit a des difficultés, on peut se dire que c'est important de l'aider. Que dès lors qu'il y a une détresse, qu'il y a des retentis ou une détresse et ou des retentissements importants, ça va peut-être pas se résoudre tout seul. Parfois, il suffit d'une consultation. Hein, c'est ce qu'on a vu, des difficultés parcellaires, comprendre pourquoi je suis en colère, poser les choses, etc. Puis finalement, après, la vie reprend son cours et ça va. Puis des fois, il faut un travail un peu plus long parce qu'il y a un ensemble de facteurs qui interagissent et qui viennent expliquer cet état de colère qui dure. Mm. Mais là, sur ce que vous dites, ça donne Merci. envie de faire des liens aussi entre la gestion de la colère et puis du coup la fonction exécutive d'inhibition, aussi tous les travaux qui peuvent être faits dessus. Est-ce qu'il y a des liens et des ponts justement qui peuvent être pensés dans le travail de la gestion de la colère, soit pour les enfants ou pour les plus grands ensuite? Oui, et ben en fait, effectivement, il y a toute cette dimension de l'impulsivité qui fonctionne du coup avec l'inhibition, hein, et de se dire, alors, il y a à la fois l'inhibition, puis il y a à la fois aussi que dans la façon dont la colère s'exprime, elle s'exprime pas chez tout le monde avec la même intensité. On voit notamment chez les enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention, souvent il y a des problèmes de régulation de la colère associés. Et en fait, ils ressentent l'émotion très fort et très vite. Donc il y a une impulsivité même dans la façon dont ils ressentent l'émotion. Et donc forcément, ça va conduire vers cette impulsivité comportementale. Et voilà, ça va de soi que c'est plus dur de réguler une colère qu'on ressent fortement. Et voilà, tous les enfants là, il y a des enfants qui ressentent les émotions quand même plus fort. En tout cas, c'est ce qu'ils décrivent. Donc oui, on va exercer cette inhibition. Donc l'inhibition, elle se développe avec l'âge, déjà spontanément, donc c'est plus dur pour un petit d'inhiber que pour un plus grand. Mais pour certains enfants, vont avoir du mal à mettre en place cette inhibition et on va la retrouver dans différents domaines, y compris dans ce domaine émotionnel. C'est-à-dire que l'inhibition, on la retrouve aussi au niveau cognitif, comportemental. Comportemental, je coupe la parole. Émotionnel, je m'énerve tout de suite, ça part comme ça, vraiment à ce côté explosif. Et puis cognitif, voilà, ça file, les idées s'enchaînent avec une impulsivité aussi qu'on peut retrouver. Et dans tous les cas, effectivement, c'est l'inhibition, apprendre à prévenir en fait cette impulsivité. Donc, il faut déjà avoir conscience qu'on n'inhibe pas pour ensuite, une fois qu'on a conscience, se dire, bon, concrètement, il suffit pas de le savoir. Enfin, c'est quand même un début, Mm. parce que tant que je le comprends pas, je suis prisonnier de mon problème. L'avantage de le comprendre, c'est que déjà, je peux me dire, bon, ok, comment je peux faire? Voilà. Et c'est cette idée-là, et de tester des choses. Hein. Et voilà. Et l'idée, hein, c'est de se dire, on va essayer quelque chose, puis on va voir si ça marche ou pas, avec cette idée d'essai-erreur qu'on n'a pas, voilà. Et puis l'idée aussi que de partir du principe que l'enfant est compétent et que c'est lui qui va avoir les bonnes idées. Nous, on peut être là en coup de pouce si vraiment il n'a pas d'idée pour dire peut-être on pourrait tenter ça, qu'est-ce que t'en penses? Mais l'idée, c'est vraiment que l'enfant, il propose. Et ce qui est très intéressant, c'est que les fratries connaissent bien les frères et sœurs. Et en fait, les fratries ont des très bonnes idées. Et c'est aussi Ouais. ce qui est sympa comme retour du jeu, c'est de se dire que la fratrie qui justement est souvent un petit peu à côté du problème parce qu'elle n'est pas au premier plan pour aider, mais en même temps elle a un petit peu les conséquences de la colère et tout ça. Elle va avoir des idées, elle va dire ah ben peut-être tu pourrais faire ça. Et puis les idées des enfants, c'est pas les idées des adultes et c'est bien d'avoir des idées d'enfants pour résoudre des problèmes d'enfants. Donc la fratrie, elle a cet avantage-là d'être plus proche Mm. dans le développement et puis elle va être valorisée. Donc ça, c'est aussi l'occasion de donner de l'attention à la fratrie, etc. Donc je me suis peut-être un peu éloignée de la question Oui, initiale, non, très bien. mais oui, c'est complètement cette composante de l'inhibition qui est très importante. Et voilà, comme toute compétence, on n'est pas tous égaux face à cette composante de l'inhibition, mais ça s'entraîne. Mm. Voilà. Ok, merci. Alors, il y a l'inhibition, comme vous le dites, là, mais il y a aussi, par exemple, la source de la colère. On observe dans la société, par exemple, d'une manière générale, là actuellement avec les agriculteurs, que quand une colère est basée sur une source liée à l'injustice, donc c'est presque une colère légitime quelque part, et moi je l'ai vu pour les enfants,
elles sont souvent accompagnées de débordements. Et la colère des enfants qui est basée sur l'injustice, ça ne peut pas être adapté quelque part. Je l'ai rarement vu adapté, disons. Qu'est-ce que vous en Bah, pensez? oui, alors disons que les enfants qui vivent des situations d'injustice, c'est normal qu'ils soient en colère, c'est légitime. Oui, Et puis c'est important qu'ils disent qu'ils sont pas d'accord et qu'il y a une injustice parce que parfois, ben, bien sûr. on peut passer à Il faut le dire côté fort d'une dans ce cas-là. injustice, voilà. Mhm. Mais il faut qu'ils apprennent, ça va être important pour eux. Ils ont raison, ils sont pertinents, mais malgré tout, ils seront pas écoutés si ils la présentent de manière désorganisée, débordante, qui crient. Et parce qu'au final, on va leur dire arrête de crier. Et ce qu'ils ont à dire, on va pas l'écouter en fait. Et ce qu'il faut qu'ils Mhm. comprennent, c'est pour ça qu'il y a tout ce travail aussi autour de la motivation, c'est ce que tu as à dire, tu as raison, c'est vrai. Mhm. Mais le problème, c'est que si tu le dis comme ça, on t'écoute pas. Du coup, ça fait une double injustice. Non seulement tu as raison, mais en plus, on te gronde parce que et si on nous crie dessus, souvent, bah, ça donne envie de crier en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est compliqué. Il faut déjà faire un. Et c'est pour ça que c'est important d'inclure le parent aussi et qu'on voit dans la littérature ces travaux avec les parents, de dire bah, quand l'enfant il déborde de la colère, comment est-ce que vous pouvez l'aider? Et de se dire, bah, le premier réflexe, ça peut être de déborder aussi, en fait, un peu spontanément. Et puis si on est fatigué, etc. Donc, de se dire, bah, ok, alors, t'as un truc à dire, hop, essaye de chuchoter. Et puis après, je vais écouter. Dire, voilà, je vois que t'es en colère. Et puis que l'enfant, petit à petit, apprenne à dire, je suis pas d'accord. Ou que si vraiment il n'y arrive pas, il y a aussi cette notion voilà, du time out. On va se mettre un peu à l'écart et quand c'est rebaissé, on vient dire pourquoi on est en colère. Donc c'est pas spontané, mais ça s'apprend. Et la motivation d'être écouté quand les enfants ont des injustices à pointer, elle est quand même très forte. Donc ils peuvent apprendre cette forme. Après, c'est pas facile, il faut s'entraîner, il faut voir que ça marche, etc. Et puis, bah, quand ils seront fatigués, ça, ça va être moins facile. Mais c'est possible. Et je pense que c'est important parce que il y a beaucoup d'enfants, voilà, qu'on pourrait ne pas écouter parce que la forme n'est pas la bonne. Mhm. Une autre question peut-être Oui, encore. plusieurs questions Ouais, encore. on a eu deux questions. Oui, alors deux questions. Comment on travaille aussi du coup la gestion de la colère au-delà du jeu quand elle est circonscrite à un seul milieu, quand on voit qu'elle va s'exprimer que à l'école ou que à la maison, par exemple. Donc ça interroge pas mal les professionnels et puis les parents sur le fait que on peut penser que la colère, il y a une certaine maîtrise et une certaine gestion chez l'enfant, et pourtant elle peut être très explosive et très difficile. Donc dans des relations interpersonnelles, quel est votre point de vue là-dessus? Alors, il y a un peu l'effet aussi des fois cocotte minute avec la colère, c'est-à-dire que si je suis harcelée à l'école, que j'ose pas répondre et que je m'inhibe, j'intériorise la colère parce qu'on manque de respect, on manque de respect, on manque de respect. Je prends la place par exemple d'un enfant de 8 ans et puis j'arrive chez moi, on me dit range tes chaussures et puis là j'explose ou t'as pas rangé tes chaussures ou je sais pas, t'as pas fait tel truc et là je suis l'enfant, j'explose parce que j'en ai ras-le-bol, c'est un reproche de plus, quoi. Et en fait, c'est ce reproche, il n'est pas censé me mettre dans cette colère, dans cette intensité de colère, j'entends, mais ce reproche, c'est l'occasion de déverser toute la colère que j'ai intériorisée et que là, je peux extérioriser parce que je suis à la maison, je suis avec papa et maman et que je sais que papa et maman, ils peuvent faire avec cette colère. Donc, il faut comprendre en fait pourquoi les colères explosent à la maison, c'est parce que des fois, c'est bien le lieu de sécurité où elle peut exploser, où je peux l'exprimer. Et seulement, j'en ai tellement de la colère que j'arrive plus à l'exprimer de manière adaptée et que le fond de mon problème, c'est pas qu'on m'ait dit de ranger mes chaussures, c'est bien que j'ai subi des choses difficiles toute la journée. Donc il faut en fait vraiment l'analyse fonctionnelle, elle sert à se dire, ok, donc là, tu as explosé, on va pas juger, on cherche à le comprendre. Hmm. Qu'est-ce qui fait que tu exploses, tu crois? Bah, en fait, avant, il s'est passé ça et ça et ça. Oui, je suis d'accord que j'aurais dû faire tel truc, mais il s'est passé ça et ça. Et en fait, il faut comprendre, dans ces cas-là, on est plus sur de la colère réactionnelle. Et dans ces cas-là, en général, avant, en fait, l'enfant, il n'explosait pas spécialement à la maison. Mais tout d'un coup, il se met à exploser à la maison. Qu'est-ce qui se passe dans la journée pour qu'il explose? C'est-à-dire que quand l'enfant change de comportement, qu'il est plus dans son comportement habituel, c'est que probablement c'est un comportement réactionnel à quelque chose et il faut pouvoir trouver. Et c'est là où tous ces jeux, ils servent parce que l'adulte, quand il vient en consultation générale, il sait quel est son problème. Il dit, voilà, je viens pour tel problème. Mais ça fait longtemps qu'il fonctionne comme ça, donc ça peut être difficile. Il faut beaucoup, beaucoup s'entraîner pour modifier les choses. L'enfant, il arrive, il sait pas quel est son problème, en fait. Par contre, il y a beaucoup de flexibilité chez lui quand même. Donc, une fois qu'on a trouvé le problème, en général, ça bouge assez vite.
Parce qu'il est voilà, pas sur un fonctionnement chronique qui dure depuis un certain nombre d'années. Donc, ce qui est intéressant, c'est, voilà, en fait, en général, on met du temps à trouver le fond du problème avec l'enfant. Je trouve qu'en thérapie de l'enfant, voilà, trouver le fond du problème, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces supports de jeu et de, en fait, c'est des prétextes pour discuter. En fait, il faut les voir comme ça. C'est-à-dire que si je dis, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te met en difficulté à l'école? Qu'on est sur des enfants d'âge scolaire, même s'ils ont envie de nous aider, ils savent pas forcément voilà. Par contre, ils font facilement des associations. Et ce que je disais à Vincent avant, c'est justement, moi j'ai beaucoup travaillé avec les livres avant de créer les jeux. Et les livres, en fait, ce qui me mettait en difficulté, c'est que bah, il faut un peu de temps de lecture, même si j'aime beaucoup utiliser encore les livres. Et les cartes, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on va piocher quelque chose. Voilà, on va faire une association. On peut jouer aux cartes, c'est sympa, mais on peut aussi aller se dire, allez, on travaille sur cette carte. Et dans une première recherche qu'on avait fait sur Tada, on avait juste donné le jeu aux familles pour voir s'il était, voilà, s'il était fonctionnel. Et les enfants, ils ont tous emmené leur jeu auprès de leur thérapeute. Donc c'est vraiment, il y a vraiment cette idée que voilà, je vais l'amener, ça va m'aider. On va en parler avec mon psychologue, voilà. Et en fait, du coup, c'était intéressant de voir ça aussi, de se dire c'est un prétexte pour discuter, c'est un outil qui veut vraiment faciliter le, à la fois rendre concret des choses abstraites, parce qu'une sensation, bah voilà, au début, c'est un mot quand même un peu abstrait, hein, si on se place dans cette catégorie d'âge des enfants d'âge scolaire. Donc voilà. Et puis aussi, ensuite, on s'approprie avec le fait de créer ces cartes. Mm. Ok. Merci beaucoup. Bon, on va avoir Dernière, peut-être une toute Dernier point. dernière question ouais, petite. dernière question, juste très pratique sur le jeu. Il y a eu pas mal de questions là-dessus aussi, donc je reviens un peu dessus. Est-ce que ça peut être utilisé avec un groupe, quel que soit dans le milieu, à l'école ou dans des groupes de remédiation? Est-ce que ça peut être utilisé pour des enfants avec des TND? Et puis voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je pense que c'est déjà pas mal. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est complètement adaptable. Il y a des, voilà, là, c'est des propositions, mais on peut tout à fait travailler avec un groupe et reprendre ces étapes avec des enfants qui vont travailler en équipe, par exemple, sur les situations fictives ou qu'on va travailler directement sur les situations, sur la situation d'un enfant. Et puis, on sait que les enfants, ils apprennent aussi par modeling. Donc, il suffit qu'un enfant, voilà, présente sa situation, qu'il y en a un autre qui joue un rôle de comment est-ce qu'on pourrait répondre, etc. Et ben, il y a d'autres enfants qui apprennent plus finalement en regardant les autres qu'en faisant par eux-mêmes. Donc l'intérêt du groupe, c'est que bah, ça va donner une place un peu à chacun, à ceux qui apprennent plutôt en expérimentant et en étant un petit peu toujours prêts à se lancer dans les jeux de rôle, puis ceux qui aiment pas du tout les jeux de rôle, qui sont un peu en retrait, mais qui apprennent très bien aussi en regardant les autres. Donc oui, oui, ça peut complètement s'adapter à un groupe sans souci. Avec les enfants qui ont un TND, alors ça, il y a différents types de TND, mais c'est le principe de se dire que en fait, on peut vraiment utiliser le jeu. On n'est pas obligé de faire un jeu de cette famille. En fait, on n'est pas obligé de jouer. On peut vraiment l'utiliser pour piocher, rendre concret. On peut afficher à côté de son lit les cartes qui sont importantes. Voilà, si on veut se souvenir d'une stratégie, se souvenir qu'on veut faire un peu de relaxation avant de dormir. Ou voilà. Vous voyez, donc il y a plein de façons d'utiliser le jeu. Donc oui, je pense que tout à fait avec les TND. Voilà. Après, on a dit au départ pour les 7-12 ans, parce qu'il fallait un cadre, il fallait choisir des situations. On a choisi des situations fictives d'enfants de 7-12 ans. Il y avait cette notion de pouvoir lire, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que, en fait, il est utilisé de manière beaucoup plus large que ce public des 7-12, en fait. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci pour cette présentation et pour tous ces éléments qui éclairent vraiment, je trouve, la clinique autour autour de cette thématique. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Euh, de toute façon, on va te faire parvenir toutes les questions, enfin, l'ensemble du chat, comme ça tu pourras éventuellement voilà, voir quelles questions ont été amenées. C'est un outil qu'on sent hyper intéressant. Euh, on va conclure, je conclue pour simplement vous dire que le prochain webinaire aura lieu dans un peu moins d'un mois. Hein. On est toujours sur une logique un peu de 3 semaines, et puis après, il va y avoir les vacances.
On se retrouvera le mardi 10 février 2026 à 18 h comme d'habitude, avec une ouverture des inscriptions 2 semaines avant, le 30 janvier. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de la PPEA pour recevoir les informations ou sur nos réseaux sociaux. On recevra Simruy Ikiscolino qui viendra nous parler de l'adolescence et de la pornographie à l'adolescence, de l'usage de la pornographie à l'adolescence voilà, à ce moment-là. Et puis voilà, du coup, on va vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Et puis, on vous dit à très, très bientôt. Au 10 Merci. février. Voilà. Bonne soirée. Merci Stéphanie. Merci à Merci vous. également.